Et d'aussi loin que je me souvienne, j'aime lire tout ce que j'ai sous la main. Je me souviens qu'étant enfant, j'aimais lire ce qu'il y a derrière le paquet de céréales, la notice du magnétoscope. Ouais, c'est une nécessité. Après l'enregistrement de cet épisode, il m'a renvoyé des photos de sa bibliothèque avec les livres dont il avait oublié de me parler. Il m'a dit « Je pense que tu devrais faire 2 ou 3 épisodes, il y a trop de livres à raconter. » Charles Roux est un lecteur boulimique, assoiffé, insatiable. Je ne sais pas quel mot correspond le mieux à son appétit de lecture. Chez Rivage, il a publié 2 romans, Les Monstres et La Maison de Jeu, parus au printemps dernier. Une étrange addiction s'abat sur le narrateur de cette histoire, qui en veut toujours plus fort. Pour Charles, l'addiction, s'il y en a, est littéraire, associée à une curiosité et une envie de partager ses lectures immenses. Il aurait en effet fallu quelques heures de plus autour du bassin du Jardin du Luxembourg pour aborder un peu l'ensemble des livres importants pour lui. Nous avons parlé d'aventure, d'amour, d'application de rencontres entre amoureux de livres, d'enfance pleine de rêves et de voyages. Mais la vie est courte et nos lectures infinies. J'espère que cet épisode, des gens qui lisent dans la bibliothèque des écrivains, même s'il reste incomplet, vous donnera envie d'en savoir un peu plus sur la bibliothèque intérieure de Charles Roux. Tu m'as laissé le fauteuil, tu veux pas en compter? Non, mais c'était bien là. Ça fait divan du psy. Vraiment, là, c'est... De toute façon, on peut dire n'importe quoi, tu couperas les bêtises. Alors, la première question que je te pose, c'est où sommes-nous, Charles, et pourquoi est-ce que tu m'as donné rendez-vous ici? Nous sommes au Jardin du Luxembourg et je trouve que c'est un lieu, à la fois tu es à Paris tout le temps, quelle que soit l'époque, quel que soit le moment de ta vie, et en même temps tu sors de la ville. C'est un lieu qui reste toujours à la fois de passage et en même temps t'es jamais trop pris par le monde non plus. Il y a un truc ici, il y a quelque chose, j'aime cet endroit. T'as des endroits particuliers où t'aimes bien lire, où tu lis partout, t'as besoin de conditions spéciales pour être dans un livre? Du calme, souvent le calme, pas de bruit. Et de fait, cet endroit est disqualifié pour être l'endroit idéal. Il y a toujours un peu de bruit, il y a toujours des cris, il y a toujours des petits enfants. Si je peux lire dans un caisson hyperbar avec absolument aucun bruit, je pense que c'est parfait pour lire. Je préfère le calme absolu. Ah, le calme absolu. Lire dans un train, il y a un truc vraiment, t'es aussi hors du temps, tu es en mouvement avec les paysages qui défilent et c'est très agréable. Tu commences un livre et tu sais pas vraiment trop où t'en es dans ta journée. Aujourd'hui, comment tu définis ton rapport à la lecture? C'est quoi lire pour toi en fait? Ça te fait quoi de lire? Quelles sensations ça provoque? C'est vraiment une nécessité. Je peux pas faire autrement que de lire. Je m'en suis rendu compte notamment en voyageant à l'étranger. J'ai eu des périodes de ma vie où j'ai pu être beaucoup à droite à gauche, part en France et t'es dans des pays où tu ne comprends pas la langue. Ouais. Voire, tu ne sais même pas lire les caractères qui sont devant toi. Tu es en Asie et c'est incroyable ce cerveau, cette curiosité. Tu vas chercher à lire, à décrypter. Et d'aussi loin que je me souvienne, j'aime lire tout ce que j'ai sous la main. Je me souviens qu'étant enfant, j'aimais lire ce qu'il y a derrière le paquet de céréales, la notice du magnétoscope. Ouais, c'est une nécessité. Tu veux dire qu'au-delà même de ce que tu lis, de l'histoire, du sens, etc., l'acte de lecture en tant que tel, c'est quelque chose de nécessaire. Oui. Le signe, quoi. Le signe, c'est ça. Le signe est devant toi et tu lis. Je suis fasciné par les hiéroglyphes, je suis fasciné par les écritures mayas, par quelque chose qui est là, qui nous dit on a voulu transmettre quelque chose. Il y a quelque chose de fascinant là-dedans. J'aime l'écriture pour ce que c'est. J'aime ça, j'aime ce truc de bouffer de la lecture, quoi, bouffer du signe, de l'écrit, qui rentre, qui sort, voilà. Souvent quand j'entends les discussions, les gens c'est... moi je suis en train de lire ce livre-là en ce moment, donc j'attends de le finir pour lire l'autre. Moi j'en lis plutôt 8-10 en même temps, en parallèle, et si je me laisse déborder, on est à 14-15, et après je regarde, je dis bon, faut que j'en finisse quelques-uns avant de reprendre d'autres. C'est-à-dire que tu commences plein de livres? Je commence des livres. Et tu les lis en fonction de comment tu te sens? Ouais, exactement. Ça me dérange pas d'avoir 7, 8, 10 histoires à suivre, chacune dans leur case. Mais tu les termines tous? Non. Ok. Ça m'arrive, pas régulièrement, mais ça m'arrive. Si je considère que le livre, est vraiment, ça me tombe des mains, non. Tu te forces pas? Ouais. On n'a pas assez d'une vie pour lire tout ce qu'on voudrait lire, ou tout ce qu'on va pouvoir lire. C'est quoi? Combien de livres on lit? 3 livres par semaine?
Quand Allez. on est bon lecteur, Allez, ouais, quand on est bon lecteur, très bon lecteur. soyons fous, rajoutons les BD et les autres, parce que c'est quand même aussi des livres. Bien sûr. Et voilà, donc mettons, allez, quelqu'un qui est décidé, déterminé, hardcore reader, 150 livres par an. Il commence à 15 ans, il va finir à 75, 60 ans, à lire 150 livres. Ça fait sourire comme ça, en fait. Non, je te laisse faire le calcul, c'est pour ça. Ouais, mais en fait, on est en train de parler de même pas 10 000 livres dans une vie. Ça doit être 9 000, 60 fois 150, si je dis pas de bêtises. Okay. On recalculera. Si je dis n'importe quoi, tu couperas au montage. Ouais. 9 000 livres, et on est parti de... et t'en lis 3, quoi qu'il arrive dans ta vie, sans les enfants, sans le boulot, sans machin, etc. C'est impossible, en fait, ça se passe pas comme ça la vie. Donc on va probablement couper ce chiffre en deux. Donc déjà, on parle plus que de 4 ou 5 000 livres. Et comme on se parle et qu'on a déjà... sans dire nos âges respectifs, la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, etc. On coupe encore ce chiffre en deux. En fait, je suis en train de t'informer qu'il te reste peut-être 2000 livres à lire dans ta vie. C'est très déprimant ce que tu es en train de dire là. C'est déprimant, et en même temps, c'est aussi un appel à se dire, attention, ne passe pas trop de temps sur un livre si ça t'apporte pas ce que ça devrait t'apporter, si t'es passé à côté des trucs, c'est pas grave, il y a d'autres livres pour toi. C'est magnifique, un livre qui raconte rien. Un soldat est envoyé sur un fort pour surveiller les ennemis qui n'arrivent pas. Ça, c'est le désert des Tartares. Les gens disent, ah, c'est le début, non, c'est tout le livre. Mais comment ça? C'est tout le livre. Oui, mais à la fin, non, c'est ça, c'est le livre, il n'y a rien d'autre. Une femme s'ennuie à la campagne et elle s'imagine qu'elle va avoir des histoires avec des types, ça se fait jamais. Ah bon, mais après il se passe un truc? Non, c'est Madame Bovary, il se passe rien. Si, il se passe des trucs quand non, même. En fait... Ah oui, avec quelques petites histoires. Ouais, mais c'est de la sous-histoire du truc, et en fait à la fin on dit, alors tout ça pour ça? Oui. Oui, tout ça pour ça, mais c'est ça la vie aussi. Parenthèse qui n'a rien à voir, moi je suis fan de Charles Bovary. Il est très très sous-estimé ce personnage. Mais on est d'accord, je trouve qu'il donne beaucoup de sa personne oui, pour bien sûr. entretenir ce rêve de sa petite femme, son mais petit ménage, sa petite bourgeoisie de... Bon, c'est un échec, mais c'est un loser magnifique, on dirait aujourd'hui. Ouais, il a une forme de de panache dans l'échec. Dans le ratage. Ouais, c'est comme ça. Il a essayé, il a fait de son mieux. Une fois qu'on a dit ça, on repasse un petit peu au centre de la question qui est la lecture et le rapport à cette lecture. Il y a cette forme de boulimie, quoi, de lire tout le temps, partout, etc. La lecture met dans un état d'esprit. En tout cas, lire un roman... mais comme par définition, normalement, tu lis un roman, sauf quand tu relis, tu ne sais pas ce qu'on va te raconter, tu ne sais pas où ça va t'amener, dans quel état d'esprit, et tu es parfois, tu te lèves le matin, allez, je lis 5 minutes ou 10 minutes, finalement ça dure une demi-heure parce que tu peux pas t'arrêter, que t'es pris dedans. Le soir aussi, je pense que tous les lecteurs ont connu cette joie, et qui est en même temps une douleur, parce que il est 23h, tu commences un truc, il y a 2h, je peux pas lâcher ce livre, il faut connaître la fin. Et la fin des livres, terminer un roman, surtout que si ça t'a plu, ou vraiment plu, je trouve qu'il y a là, après il y a une forme d'impudeur à reprendre tout de suite une lecture. Quand j'en termine un, j'ai quelques heures, voire je peux avoir un jour sans lecture. Ok. Ça arrive, un jour sans lecture, à me dire, ouais mais là je veux savourer ce que je viens de terminer de lire. Qui t'a apporté les livres? Il y a toujours eu des livres chez moi, toujours eu des livres dans toutes les pièces. Je m'estime chanceux, privilégié d'être né et d'avoir grandi dans une famille. Je ne crois pas que ma mère, mon père étaient des gros lecteurs, mais il y avait des livres partout. J'avais ces petits livres rouges carrés, j'aime lire là. Oui. Évidemment, tu commences à les lire, ils t'ont pas attendu pour les sortir, donc tu commences, c'est déjà le numéro 223, et quand tu as compris comment ça marchait, on te dit non mais le prochain va bientôt sortir, tu dis oui mais moi je veux lire les 200 d'avant, quoi. Donc faut les trouver, il y a ce truc là. T'avais un truc de collectionneur, enfin de collection? Ça m'a rapidement gonflé la collection. Ok. Et il y avait genre tu lisais, je sais pas, tous les... Qu'est-ce que tu lisais d'ailleurs gamin, à part les J'aime lire? Les premiers dont tu te rappelles? Les premiers c'est principalement que des trucs d'aventure. Jules Verne beaucoup, L'île au trésor, des trucs d'aventure où tu vas à l'autre bout de la terre avec des pirates, des Indiens, des chercheurs d'or, des trains fantômes, un truc qui te transporte, quoi, qui te véhicule dans un autre endroit. C'est les premiers souvenirs de Jules Verne sont des 20 milieux sous les mers, des 5 semaines en ballon, des voyages au centre de la Terre, mais ça te transporte, quoi. C'est un autre truc, quoi. Et ça, depuis l'enfance, tu les as relus, ces textes-là, ou pas? Ouais, j'ai des périodes comme ça où je me dis, vas-y, on fait les œuvres complètes, on lit tout cet auteur-là. Il y a une satisfaction, donc il y a peut-être un peu le côté collectionneur qui revient là-dedans.
Jules Verne, à un moment donné, je me suis dit, je vais relire tout Jules Verne parce que vraiment c'est bien. C'était il y a combien de temps ça? Ça, c'était il y a 6-7 ans, Ok. 7-8 ans. Et j'ai été assez déçu Oh. de plein de livres. Alors que d'autres, que j'avais oubliés ou que j'avais pas lus, Le Rayon Vert, c'est un truc... j'ai adoré cette histoire, quoi. Je sais pas si j'ai lu ça. Ben, souvent, les gens n'ont pas trop C'est quoi connus. l'histoire, ça Une légende raconte que quand tu regardes un coucher de soleil sur la mer, le dernier rayon que tu vois, il est vert. Ouais. Le jeu de l'illusion d'optique, réfraction de la lumière, etc. Mais il dit aussi que tu ne peux voir ce rayon vert que si tu es amoureux. Tu sais, on a été mais c'est brodé beau. tout un truc. Ça se passe en Écosse avec un couple qui essaye de trouver ce rayon vert. Et c'est un livre très romantique, pas du tout technique, pas du tout Jules Vernesque au sens habituel qu'on a de la chose. Et ce livre-là, c'était un petit bonbon. C'est vraiment au lycée que j'ai eu l'impression de me transformer. Tu vois. Je me souviens d'une prof de lettres avec qui j'ai vraiment accroché, qui avait un rapport à la lecture, que vous alliez lire à voix haute, devant tout le monde, un rapport au théâtre. Et je me souviens avoir, et j'adore encore, lire des Molières, mais c'est fantastique, quoi. À lire à voix haute, oui. Ah ouais, c'est trop bien. Donc, au lycée, toi, ça t'a pas saoulé de lire Molière? Ah non, j'adorais aimé ça ça. déjà? Ah ouais, et on me disait, il faut lire celui-là. Et Molière, tu l'as mangé assez vite. Hein. Le bourgeois gentilhomme, le malade imaginaire, mais parce que au-delà de ce monde que Molière a décrit, tu retrouves, en tout cas moi dans mon entourage, j'ai retrouvé si t'as déjà eu un hypochondriaque dans ton entourage, c'est un sketch, quoi. Ouais. Et c'est le même, il l'a décrit 200 ans avant, il est là devant toi, c'est ça, c'est le malade imaginaire, il est là. Un bouquin que j'adore, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, c'est le dernier bouquin de Flaubert, Bouvard et Pécuchet. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, bien sûr. C'est deux, on dirait des deux citadins, ces deux urbains qui débarquent à la Cambrousse en se disant, on va leur expliquer à tous ces pécores comment on cultive des trucs, comment... En fait, tout ce qu'ils font à chaque fois, c'est raté, parce que ça s'apprend pas dans le livre et t'apprends pas les trucs en 2 mois. Faut se frotter un peu aux matériaux et tout ce qu'ils font chapitre après chapitre, le jardin, l'alcool, la culture, c'est raté, c'est superbe, moi j'aime beaucoup et c'est quand même souvent, tu trouves plein de gens dans ce rapport-là qui te disent, ah mais ça y est, je me lance dans la photo, je fais du yoga, puis tu creuses un peu, il n'y a rien, quoi. Ils ont exploré 3 trucs, ils se croient arrivés. J'aime les auteurs morts. J'aime les auteurs morts, j'aime la complétude de pouvoir dire, voilà tout ce que... Pour pouvoir tout lire. Voilà, exactement. Voilà ce que cette personne, ce que cet auteur, ce que cette autrice a produit. C'est ça. Et sa pensée écrite, c'est ça. C'est quand même rare de tomber sur des auteurs où tout est parfait, où tout est merveilleux. Donc il n'y en a aucun dans ton panthéon, de tes auteurs préférés, dont tu as tout aimé? Peut-être Maupassant, mais avec la réserve que c'est pas des romans. Il y a Belle Amie, Une vie, qui sont déjà même des petits romans nounais, quoi. Ouais. Voilà. Mais tout est bien dans Maupassant. Tout est cruel, tout est féroce dans la description sociale, individuelle, des caractères de cette société, qui est là aussi très contemporain. Bon, et alors en ce moment, revenons à aujourd'hui, tu m'as apporté des livres, donc ça fait partie de ceux que tu es en train de lire, ou c'est les 2 seuls que tu lis? J'ai un petit sac avec moi, donc je ne pouvais pas prendre ma bibliothèque, la transporter. Non, mais tu vas me la raconter, ta bibliothèque. Je peux te la raconter, la bibliothèque du moment. Ah, la bibliothèque du moment? Ouais, les 8-10 que j'ai en ce moment. Ah là, t'en lis vraiment 8-10 en ce moment? Ouais, j'ai le truc en tête. Mais t'en as choisi 2 pour aujourd'hui? Oui, je viens de commencer Evgueni Zamiatine, petit roman couple qui s'appelle L'Inondation. Ah mais on en a parlé. Tu l'as pris chez moi? Tu as pris à la librairie, j'allais dire pourquoi ça me parle avec toi. Oui. C'est une libraire de Sartrouville, de la librairie Les Gens qui me l'a recommandé. Zamiatine qui est plutôt connue pour le livre Nous, alors après ça dépend de la traduction qui est l'ancêtre, on va dire, en tout cas la source, le livre 0 qui est à la base de 1984, de la guerre des mondes, pas mal de dystopies. Cette libraire m'a dit fais un pas de côté, tu vas voir, c'est intéressant. Et le deuxième livre, où là je suis un petit peu plus loin dans la lecture, Azucré, Bibiana Candia. C'est fou, c'est les éditions du Typhon que j'ai découvert très très récemment. Voilà. C'est c'est un texte en français? Non, pas du tout, c'est un traduction espagnole.
En 1853, Oreste Bigorne et José, comme d'autres jeunes Galiciens, sont prêts à tout pour sortir leur famille de la misère. Donc là, tu as déjà commencé ce livre pas mal. Ouais, et tout de suite, en fait, t'es dans une poésie, une musique que je trouve fantastique, que je trouve... à la fois, t'es dans l'historique et t'es dans le merveilleux. Dans la manière de raconter, les mots teintent. C'est le genre de livre où tu lis une page et tu dis allez, je m'y retrouve. Tu sais, ces petits allers-retours de contemplation et c'est particulièrement bien écrit. Je pense que c'est un livre qui va me plaire et qui va m'emporter. Mais tu as pris une photo de ta bibliothèque. Ah, on va pouvoir en discuter. Donc là, en ce moment, il y en a 8. Pas de toute la bibliothèque. Non, mais... d'abord celle que tu lis. Alors, ce qu'il faut dire, on peut le dire, j'habite avec quelqu'un, donc oui, c'est pas que tes livres. C'est pas que ma bibliothèque, c'est sa bibliothèque et c'est nos deux bibliothèques qui fusionnent. Mélangées. Mélangées. Vous avez mélangé vos livres. On a mélangé. C'est un stade d'engagement très avancé, je te dis. Très avancé, c'est parce que là, après, c'est si c'est comme ça, je me casse. Bon courage pour retrouver tes livres qui sont anciens. Il y en a pour des jours. Et il y a un pan de bibliothèque qui est dans une pièce qui nous sert de chambre et aussi un peu de passage. Enfin, on a une chambre sans être une chambre, mais qui est quand même fermée, mais semi-fermée. Et c'est un mur de livres qui fait un des murs de la chambre. Ok. Avec une bibliothèque des deux côtés, avec des livres que tu peux prendre là. Ça fait rêver, ça. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai suggéré, j'ai dit, mais est-ce qu'on garderait pas près du lit, comme ça, dès qu'on ouvre l'œil ce matin, les livres qu'on adore, qu'on préfère, qu'on aime, voilà. Et accessoirement, il faut garder aussi un petit emplacement pour les livres qu'on est en train de lire. Le lit, c'est quand même l'endroit privilégié pour lire, donc c'est là que tu poses ton livre le matin, le soir, etc. Et donc, tout le pan de livres qui jouxte notre lit, il y a 2 rangées. Sur toute une rangée, ce sont mes livres préférés et mes livres que je suis en train de lire. Et toute l'autre rangée, ses livres préférés et ses livres que je suis en train de lire. C'est trop mignon. Jack London peut être à 3 endroits de la bibliothèque générale. Jack London fait partie un des romans de Jack London fait partie de tes romans préférés. Et des siens aussi. Et des siens aussi. Voilà. Martin Eden. Martin Eden, évidemment. Que j'ai découvert sur le tard à 30 ans. Ouais. Et j'ai découvert à ce moment-là, j'ai tout arrêté dans ma vie. J'ai eu 30 ans, je suis parti voyager pendant quasiment 3 ans. Je suis parti, j'ai tout largué pour voyager. Et dans ma démarche, plusieurs personnes m'ont dit mais tu devrais lire Martin Eden, ça te... Et je finis par lire Martin Eden en voyage. Je me dis c'est incroyable quoi. Ce livre-là, c'est mon livre, il l'a écrit pour moi. Enfin, ça c'est super quand on a cette sensation-là. En fait, il l'a écrit pour moi. Quoi. Je ne connaissais pas, mais c'est à moi qu'il a écrit ce livre. Et je me retrouve tellement, il y a tellement de choses qui font écho dans ce livre en moi, des passages de ma vie. Je me dis mais c'est ça quoi. Il connaissait ma vie avant, le gars, il l'a écrite. Quoi. La question, les 3 livres que tu prends pour partir à l'autre bout du monde, elle s'y prête particulièrement avec toi parce que tu es parti voyager, ce que tu viens de me raconter là. Je pense que j'ai réfléchi à cette question. Je crois qu'il faut prendre des livres qui racontent pas une histoire mais qui racontent un moment. Je prendrai Le désert des Tartares. Okay. Je prendrai Madame Bovary. Ce livre qui ne parle de rien. Ce livre qui ne parle de rien. Et... Madame Bovary aussi. Donc. Ouais, Madame Bovary aussi. J'aime beaucoup Walden aussi. Ok. Le taureau, un mec quitte la ville et va s'installer dans une cabane dans les bois. Voilà, donc c'est un journal avec des choses très factuelles. J'ai cueilli ça, j'ai fait ça, des réflexions sur le monde. Et on peut ouvrir ce livre à n'importe quelle page et tout de suite on est là, on est avec lui dans la cabane, dans les bois, on y est. Je crois que, alors que là ça raconte quand même quelque chose, mais le verbe de ce livre me passionne tellement et me brûle tellement que Frankenstein pour moi c'est un bouquin qui est intemporel. Et c'est tellement éloigné de l'image que les gens s'en font, qu'ils n'ont pas lu. Si vous nous écoutez et que vous vous dites « Oh, Frankenstein, une histoire avec des monstres, moi j'aime pas ça, les films d'horreur et tout », ça n'a rien à voir. Ça ne parle pas du tout de ça. Ça parle de création, ça parle d'amour, ça parle de soi-même, du rapport aux autres, ça parle de la vie en fait. C'est un chef-d'œuvre quoi, vraiment un chef-d'œuvre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Je peux voir à quoi ça ressemble, même si on ne verra pas. Bien sûr. Donc ça, c'est c'est tes livres préférés, c'est tes livres du moment. Excuse-moi, resitue. Ouais, c'est censé faire partie des livres intemporels. D'accord. L'idée derrière de les concentrer à cet endroit, c'était aussi mon argument que j'ai utilisé pour la convaincre de faire comme ça. Tiens, imagine
on a un incendie, il faut prendre très peu de choses, on n'aura pas le temps de chercher, attends je vais prendre ça. Là tu sais que c'est ce qu'il y a, tu le prends, tu te poses pas de questions et tu t'en vas. Il n'y a que ça à sauver. C'est une sorte de go-to bag, tu vois, des trucs, vite là il faut partir, c'est ces livres-là qu'on prend. Voilà. Le Château des Carpates, je crois que c'est mon Jules Verne préféré. Ok. Tu vois, Je l'ai pas lu. c'est, on est typiquement dans le pur récit fantastique, au sens littéraire du terme, une explication rationnelle. Ah, mais en fait, c'est parce qu'un. Et une explication irrationnelle. Peut-être c'est un fantôme, peut-être c'est un. Je pense que ça a inspiré directement Dracula, parce que on est dans le même type de décor en Roumanie, un vieux château où il se passe des choses pas claires. Et Jules Verne est capable de proposer à la fois ce côté mystérieux, aventure, etc. Et en même temps, un bon scientifique qu'il est, ou adepte et amoureux de la science, de venir fournir des explications techniques pour soutenir les phénomènes étranges qui se passent dans ce château. La ferme des animaux. Ouais. Orwell. Un livre que j'ai... là, en plus, il est dans sa version anglaise, Animal Farm. Tu lis en anglais aussi ? Ouais. Un livre que j'ai offert et recommandé. Parce qu'il y a aussi dans le fait d'offrir des livres ou de recommander des livres, sauf quand tu connais très bien les lecteurs et que tu te dis c'est bon, lui, je peux lui mettre un pavé de 1000 pages entre les mains. C'est bien aussi de ne pas dégoûter les gens, surtout les gens qui lisent peu. Tu as envie de mettre, c'est bien d'offrir des petits livres. Et ce petit livre, il a cette capacité d'ouvrir, je crois, d'éveiller quelqu'un à la lecture. Je pense à un autre livre qui est un peu plus loin, Soi, de Baricot. Oh, arrête, c'est un de mes livres préférés. Ouais, j'ai offert ce livre, mais tant de fois, et pour moi, c'est vraiment un livre qui peut mettre les gens à la lecture au sens... Ça, un livre comme ça c'est pas mal. Hein. J'aime beaucoup. Ah ouais, Soi, c'est éclectique, dis donc. Hein. C'est très, je veux dire, c'est des univers. Il y a des choses qui se ressemblent et je comprends pourquoi ils habitent ensemble, tous ces livres. Et puis d'autres qui... Le Petit Prince, quand même. Comment peut-on passer à côté du Petit Prince Tu sais qu'il y a deux équipes. Hein. T'as ceux qui l'adorent et ceux qui disent non, c'est complètement surcoté. Les gens qui disent Petit Prince surcoté, je ne le veux pas dans ma vie. Passez votre chemin. Tu peux te fâcher avec des gens qui n'aiment pas les mêmes livres que toi. Enfin, des livres importants pour toi, je veux dire évidemment pas la dernière lecture. On peut pas résumer une personne à un livre. Si, je crois que si. Bah alors, j'étais encore plus extrémiste que moi et c'est très bien. Peut-être que... Un vœu sans doute pieux, mais qu'il faudrait arrêter les applications de rencontres. Est-ce que t'aimes... Mais ça n'existe pas encore, ça. Je me suis posé la question des applications de rencontres via tes lectures. Bah, à mon avis, je pense que c'est très parlant, quoi. Il faudrait faire ça. Ça s'appelle ça BookTik. Ou c'est pas mal, ça. On va lancer ça. Voilà, une appli de rencontre. Attends, je te jure, je vais réfléchir à la question. Tu n'aurais pas le profil physique des gens, tu aurais la gueule de la bibliothèque avec des zooms. C'est extraordinaire. Si tu as aimé ce livre, envoie-moi tout de suite des cœurs, je vais te répondre direct. Extrêmement enthousiaste là, tu peux pas t'imaginer. On tient quelque chose. C'est une bonne idée. Adolphe, Benjamin Constant. C'est vrai. C'est vrai que c'est un joli roman. Si vous êtes au début d'une histoire d'amour, au milieu d'une histoire d'amour, ou à la fin d'une histoire d'amour, lisez ce roman, offrez-le. Si vous voulez revivre ce truc-là, c'est... Hemingway, Le vieux homme et la mer. Ça aussi, c'est très beau. Qu'est-ce que c'est ? C'est un mec qui va pêcher du poisson. Il pêche rien, puis finalement il en pêche un. Bon. Voilà. Et c'est tellement bien écrit, et c'est tellement l'histoire de la vie, quoi. Joseph Kessel. Lequel ? Il y en a plein. Les temps sauvages. Non, c'est vraiment pour moi son chef-d'œuvre, ça... Les Cavaliers. Tu vois, c'est Afghanistan, Bouskashi, course de chevaux, t'es dans le désert, les montagnes, la poussière. C'était un vrai... Ouais, ça fait partie j'ai lu, je pense, dans les dernières années, c'était une des révélations, c'est un des livres qui m'a vraiment fait waouh. Donc allons-y, le passeport littéraire. Charles, questionnaire chinois. Si tu étais un titre de livre, est-ce que tu as un titre qui est un peu marquant pour toi ? Un titre de livre. Si j'étais un titre de livre, je serais L'avancée de la nuit de Jakuta Ali Kavazovic. Très très beau livre. Tu peux dire pourquoi ? Pour le livre ou pour le titre ? Pour le titre et pour le livre. Ok. Ouais. Pour ce que ça raconte, ou ce que ça raconte pas d'ailleurs, parce qu'on est aussi dans un long dépilement d'atmosphère, d'ambiance, de ce qu'on croit savoir sur l'autre ou pas. Je pense que ça me parle vraiment. Et puis ce titre, L'avancée de la nuit. C'est très beau. Wow. Est-ce qu'il y a des passages de livres que tu aimes beaucoup, que tu connais par cœur, des phrases que tu te répètes ou qui sont comme des mantras ou des totems ? Ouais, il y en a quelques-uns. Ouais. T'en as un en tête là ? Ouais, j'aime beaucoup. C'est chapitre 4 ou 5, je crois que c'est chapitre 4 de Frankenstein. Ouais.
où il vient de finir son expérience et la créature se réveille. Et dans la traduction que j'aime bien, parce qu'il y a eu plein de traductions de ce texte, il y a je vis l'œil jaune stupide de la créature s'ouvrir. C'est vraiment l'œil jaune stupide, et j'aime beaucoup cette formulation. En anglais, c'est yellow dull eye, et dull, il y a le côté ennui, enfin, c'est ce côté-là dans la stupidité. Chapitre 5. C'est par une sinistre nuit de novembre que je contemplais l'aboutissement de mes efforts acharnés. Avec une anxiété qui confinait presque à la torture, je rassemblais autour de moi les instruments de vie afin de pouvoir communiquer une étincelle d'existence à la chose inerte gisant à mes pieds. Il était déjà 1h du matin. Lugubre, la pluie fouettait les vitres et ma chandelle était presque entièrement consumée lorsque, dans la lueur de cette lumière expirante, je vis s'ouvrir l'œil terne et jaune de la créature. La chose se mit à âner, les membres agités d'un mouvement convulsif. Marie Shelley, Frankenstein ou le Prométhée moderne, édition Folio SF. Est-ce qu'il y aurait un roman pour toi qui serait le plus beau livre d'amour jamais écrit? Est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire? Oh oui. C'est soit Adolphe, soit S-O-I-E. Oui, de Baricot. Soit de Baricot ou Adolphe de Benjamin Constant. Ce sont des très beaux textes. Ouais, c'est des livres sur l'amour. Je sais pas si on peut faire mieux. Alors prépare-toi pour la question suivante. Ne plus jamais lire ou ne plus jamais écrire? C'est pas grave de plus jamais lire, parce que si tu écris, tu triches et tu peux lire ce que tu as écrit. Tu as 3 vœux, tu choisis d'en avoir autant que tu veux. Ouais, il y a un petit côté comme ça. Dire, non, t'as pas le droit de... Est-ce qu'il y a un auteur, mort ou vivant, je crois bien que ce sera mort dans ton cas, parce que j'ai bien compris que tu n'aimais que les auteurs morts, que tu aurais aimé rencontrer, avec qui tu aurais aimé boire un coup, ou discuter, te balader au bord du bassin du jardin de Luxembourg? Plein. Tous ceux dont on a parlé pendant cette demi-heure de podcast. Hemingway, évidemment, parce que c'est pas le dernier pour boire des coups. Pour la même raison, Joseph Kessel et puis Jack London. Que des mecs. Tu vas boire un coup avec une autrice? Je veux dîner aux chandelles avec Marie Shelley. Ok. Pas mal ça. C'est pas mal. Très bien. Je garderai cette réponse. On arrive vraiment sur la toute fin avec la question traditionnelle qu'on pose pour ce podcast. C'est l'auteur que j'ai vu avant toi qui t'adresse une question sans savoir quelle sera pour toi. C'est une question à l'inconnu. Ma précédente invitée, c'était Emmanuel Favier, qui écrit chez Albin Michel notamment, qui te pose la question suivante. De quelle manière le livre ou les livres que tu es en train de lire peut infléchir l'écriture du livre que tu as en cours? C'est une très bonne question et ça infléchit énormément. Et je m'interdis certaines lectures ou je me dépêche de finir des livres que je suis en train de lire avant de commencer l'écriture d'un autre, où je me dis là, attention, la lecture et l'écriture risquent d'interférer. Je ne crois pas qu'un auteur de romans policiers ne puisse lire que des romans policiers pour produire un bon roman policier. C'est parce qu'il aura lu aussi à un moment donné un roman d'amour, une pièce de théâtre, que ça va venir mettre un peu de fracas, un peu de formes différentes, un peu de pas de côté dans son bouquin, qui va en faire une œuvre originale et pas un énième roman policier que tout le monde a déjà lu. C'est marrant, c'est ce qui fait la couture, le patchwork de l'écriture, de toute la partie artistique d'ailleurs. C'est comment la lecture ou le visionnage de telle ou telle source t'amène à la création de telle œuvre avec des choses qui sont très disparates. À ton tour, il faut que tu poses une question à la personne que je verrai après toi sans savoir qui il ou elle sera. Cher auteur, chère autrice, qui écoute cette prochaine question, quel est le livre qui t'a laissé vraiment presque en colère, j'ai envie de dire, contre toi-même, contre la vie, puis on n'y peut rien, c'est de dire pourquoi ce n'est pas moi qui ai écrit ce livre. J'aurais aimé écrire ce livre, à tel point de te dire mais pourquoi j'ai eu l'idée et je m'y suis pas mis avant lui, pourquoi j'ai pas eu cette idée, pourquoi je suis pas né 100 ans avant pour être à ce moment-là et produire ce roman-là. Vraiment ce côté, cette frustration. C'est pire que l'admiration, la déception sur un livre, mais là c'est la frustration de dire merde, j'aurais aimé écrire ce livre. Il y a un côté très arrogant, très mégalo là-dedans, dire qui t'es toi pour penser que tu aurais écrit le même livre, tu n'aurais jamais écrit le même évidemment, mais il y a ce côté-là de j'aurais aimé être celui qui écrit ce livre, j'aurais aimé avoir cette idée, j'aurais aimé avoir cette plume, j'aurais aimé emmener cette histoire-là.
C'est parfait. On lui posera la question, il fera part de sa réponse. Merci beaucoup pour cette balade estivale. Estivale et éclectique. Hein. Éclectique, on est parti dans tous les sens. Oui, mais c'est très bien, je vais bien m'amuser cet été à la montagne de Sol. Merci beaucoup, Charles. Merci Dolly, merci pour ce super moment passé ensemble au bord du bassin du Jardin de Luxembourg. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast des gens qui lisent dans la bibliothèque des écrivains. J'ai interrogé la bibliothèque intérieure de Charles Roux et vous pourrez retrouver sa sélection de livres et les épisodes précédents sur le site de la librairie www.desgentsquilisent.fr. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en à d'autres gens qui lisent. À bientôt à la découverte d'une autre bibliothèque et belle journée dans les livres.